Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Alors, je dois vous l'avouer, je suis faible. Je suis quelqu'un de faible. J'avais dit que je n'allais pas faire de revue de lecture ou de conseils de lecture pour l'été. Et en fait, j'ai plein de livres à vous conseiller. Donc voilà, je vais la faire quand même. Ça me perdra cette faiblesse. Alors, je vous ai déjà parlé de quelques livres dans mes deux vidéos précédentes. Tout d'abord, vous avez eu l'interview de l'auteur Romain Guérin du Journal d'Anne France, qui est un très beau livre, très bien écrit. C'est un roman très touchant, une histoire tragique d'une femme qui est retrouvée morte et qui a laissé un journal. Et donc ce journal parle de sa vie, de ses tragédies, de ses amours perdus et de la transformation de son pays depuis la guerre, même avant-guerre, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son décès. Et donc ce journal, c'est un peu à la fois le testament de cette jeune femme, enfin de cette vieille dame qui depuis son jeune âge, donc depuis une jeune femme à une vieille dame, et c'est aussi le testament et le témoignage de la mort d'un pays. Et donc c'est un livre que je vous conseille. Allez voir la vidéo, euh, celle que j'ai publiée il y a quelques jours, de l'auteur Romain Guérin. Voilà. Deux autres livres dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Le livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, présenté par Pierre Hillard avec une belle préface de Pierre Hillard. Donc c'est un roman qui nous parle voilà, d'une manière fictive au début des années 40, au tout début, pendant vraiment les prémices de la guerre. Donc c'est un roman qui a probablement été écrit en 1938 ou 1939. Eh bien, il nous parle d'un projet de paix universelle, de mise en place de nouvel ordre mondial. Et il faut croire que c'est la première fois que ce terme, en tout cas nouvel ordre mondial, a été écrit par H.G. Wells. Et dans la préface, Pierre Hillard nous remet ceci dans le contexte. Donc vous trouvez ce livre, j'en ai parlé brièvement, c'est toujours difficile d'expliquer, de parler de romans, si ce n'est que H.G. Wells est évidemment immensément connu, et que ce livre, je ne l'avais pas lu. C'est H.G. Wells, c'est lui qui a écrit la guerre des mondes, notamment, etc. Et donc des romans d'anticipation, et faisant lui-même partie, étant bien introduit dans les ordres dirigeants, dans les oligarchies déjà à cette époque, eh bien on peut dire que les projets de ces oligarchies ont dû forcément l'influencer dans l'écriture de ses livres. Et ça prend toute une nouvelle dimension lorsqu'on lit celui-ci. Vous le trouvez aux éditions Rubicon. Voilà, donc livre très intéressant que je vous conseille. Je vais aller plus en détail dans les livres suivants, bien sûr. Et puis l'autre livre dont je vous ai déjà parlé, c'est L'imposture de Jean-Michel Vernochet, ou la décomposition planifiée de l'État souverain, où on nous explique quelles sont les stratégies, les tactiques mises en place, en l'occurrence en France, mais pas seulement, pour détruire l'État-nation, qui est en fait le rempart, le seul et unique dernier rempart à la destruction totale, finalement, de la tradition, de l'humanité telle qu'elle a été pendant des milliers d'années, pour la mise en place justement d'un ordre mondial marchand, mais aussi dominant de manière totalitaire sur l'ensemble de la planète. Et évidemment, l'Europe, particulièrement la France, sont parmi les nations qu'il faut absolument détruire. Alors moi je crois, comme je pense le croit Jean-Michel Mélenchon, que ce projet est voué à l'échec. Néanmoins, il va faire beaucoup de dommages, nous le voyons déjà par une des stratégies qui est celle de l'invasion migratoire et le remplacement des populations, qui va nous amener des sortes de guerres. Alors on pourrait dire de ces guerres civiles, on en reparlera dans des livres plus loin, mais en tout cas des problèmes extrêmement lourds. Voilà, donc Jean-Michel Vernochet aux éditions Contre-Culture, vous le trouvez sur le site contreculture.com. Euh, Ensuite, quelques livres qui sont assez formidables sur justement l'état de la société, la France aujourd'hui. Vous savez, lorsque l'on essaie de se préparer à ce qui arrive, on doit comprendre le monde dans lequel on vit. Je le répète à chaque fois, c'est pour ça que les gens me disent, mais pourquoi tu ne parles pas de bushcraft ou de survivalisme? Peut-être que j'ai pas les compétences nécessaires pour aller dans le détail, mais en tout cas, je vous préviens que si vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver autour de vous, vous avez beau savoir faire excellemment bien du feu avec des brindilles et un allume-feu, si c'est une invasion migratoire et que autour de votre lieu de vie,
vous vous retrouvez avec des hordes de sauvages qui veulent vous dépecer, vous violer et ensuite vous manger, et pas forcément dans cet ordre, eh bien, voilà, vos autres compétences seront inutiles par rapport à la problématique qui est au-dessus. Donc il faut bien comprendre l'état du monde. Alors, pour cela, j'ai retrouvé un livre que j'avais perdu parce que j'avais prêté à une de mes ex, alors qu'elle n'était pas encore une de mes ex, elle ne me l'a jamais rendu. Mais enfin, c'est pas grave. C'est un livre formidable qui date déjà de 2001, je crois, ou de 2002. Voilà, je l'avais lu lorsqu'il était sorti, Enfant sans foi ni loi, de Christian Combat. Alors je me souviens très très bien que c'était à cette époque, j'avais encore la télévision. C'était quelques années avant que je la jette, et j'avais vu Christian Combaz dans l'émission du samedi soir d'Ardisson, dont le nom m'échappe, je m'en fous maintenant. Et je me souviens qu'il s'était fait, il présentait ce livre qui en gros nous explique de manière brillante, et je vous conseille de lire ce livre, il est encore valable presque 20 ans après sa sortie, que vous trouvez facilement, édition du Rocher, voilà, donc mainstream, gros éditeur à l'époque. Et en fait, la thèse de ce livre, très, très juste, alors j'ai trouvé qu'il y a peut-être deux, trois éléments qui ont un peu vieilli, j'ai pris des notes hein, dans tous mes livres, vous voyez, je prends des notes, etc. Vous voyez, hop, voilà. Et donc je l'ai racheté, hein, ce livre récemment, donc je l'ai acheté deux fois. Et bien, ce livre nous explique que, pour plein de raisons, fuite des hommes, domination, casse-couillage des femmes, mise en place d'un état social qui permet aux femmes de ne plus vivre sans hommes, etc. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui sans père. C'est une thèse que l'on retrouve chez d'autres auteurs plus modernes aujourd'hui, enfin plus récents, mais enfin il avait bien vu cela, et il nous met en perspective historique cette idée où, lorsque la dernière fois où le père avait été dévalorisé ou avait été supprimé par la Première Guerre mondiale, ou après la Première Guerre mondiale, les pères allemands étaient dévalorisés, les enfants ne respectaient plus les autorités, et finalement, élevés par leur mère, donc sans autorité, ont retrouvé l'autorité dans le gang, dans le groupe, et ce n'est pas... et d'ailleurs, il y a un parallèle avec les livres de Jack Donovan, que je vous conseille également, où ces enfants ont ensuite trouvé, par la brutalité, le chef le plus fort, les leaders du parti nazi, et ont créé finalement et ont adhéré au totalitarisme. Et en fait, il nous montre aujourd'hui beaucoup d'enfants, notamment ce qu'on appelle euphémiquement issus de l'immigration, euh, sont des sauvageons dans le terme technique, c'est-à-dire sont quelque chose qui a poussé sans tuteur, sans père, sans figure autoritaire. On ne parlera même pas de l'État qui n'est plus un père, qui n'est plus autoritaire, qui est en fait une nounou, qui vous torche le cul, qui vous file du fric, qui plaint, qui vous console de tous vos petits bobos et de tous vos petits malheurs, et donc qui ne fait jamais de vous un homme. Et donc toutes ces générations, donc déjà en 2001, 2002, donc nous en sommes à une deuxième génération, qui sont sans père physique, mais aussi sans père symbolique. Ça, c'est le plus important. Et donc, ils deviennent des voyous. Les plus aisés deviennent des voyous, des racailles du haut, et la masse abrutie, idiote, avec un quotient intellectuel bas déjà génétique, eh bien, se retrouve dans les racailles du bas. Et nous avons une société qui est prédatrice, à la fois en haut et en bas. Et donc les classes moyennes, elles se font arnaquer, agresser. Aujourd'hui, on le voit très bien par tout le monde. Elles sont en étau entre les puissants psychopathes et les pauvres psychopathes, qui sont nombreux. Et donc, Christian Combat le montre bien dans son livre déjà à cette époque. Et donc c'est un livre qui était assez capital. Je me souviens qu'il est... En tout cas, c'est un des livres qui ont fait avancer ma réflexion vers ce qui m'a amené au survivalisme et à écrire sur ces sujets. Donc je vous le conseille. Euh, En tout cas, je crois que Christian Combas va sortir ou a sorti récemment de nouveaux livres. Vous pouvez le suivre. Je vois qu'il a une rubrique sur TV Liberté, je crois qu'il s'appelle Campagnol. Brillant, très, très bon écrivain. Deux ou trois paragraphes dans ce livre d'une centaine de pages seraient peut-être son faux, je pense, à l'aune de l'histoire et du temps, après 20 ans. Mais les autres paragraphes des 100 pages, les 99% sont parfaitement justes et tout à fait vrais. Donc je vous conseille ce livre, Enfants sans foi ni loi, de Christian Combaz, aux éditions du Rocher pour 11 euros.
Lié à cela, lié aux enfants sans foi ni loi, c'est les enfants ignorants. Livre de Dimitri Casali, qui doit être d'origine italienne. Il a deux, trois expressions dans son livre qui me font penser qu'il est d'origine italienne. Voilà. La longue montée de l'ignorance. Alors, très très bon livre qui nous explique quelque chose que l'on pressent, que la plupart d'entre nous qui lisons beaucoup savons, bien sûr, c'est qu'en fait, il y a une volonté stratégique de rendre la population, qui est déjà pas brillante à la base, totalement abrutie et totalement ignorante. Parce que vous, lorsque vous ignorez l'histoire, lorsque vous ignorez le calcul mental, l'orthographe, l'écriture, eh bien, ou même vous n'avez pas le vocabulaire pour vous exprimer, eh bien, vous êtes facilement mis en esclavage en réalité. Et donc, on montre depuis, ce livre remonte assez loin, bien sûr. Alors, il reste quand même malgré tout politiquement correct, hein, ce livre. Je dois dire que M. Casali n'a pas, ou en tout cas ne montre pas avoir déjà pris la pilule rouge. Il reste encore, il ne parle pas des problématiques ethniques, il ne parle pas de l'immigration qui fait aussi baisser le niveau. En revanche, eh bien évidemment, il se focalise sur les modèles éducatifs et peut-être naïvement, mais en tout cas, c'est tout à son honneur d'essayer de le faire. Il essaye de nous donner des solutions en disant l'éducation nationale devrait plutôt se calquer sur les modèles finlandais mais non, ils ne vont que se calquer sur nulle part. Et puis moi-même, parfois j'ai envie de dire, ils pourraient se calquer sur l'éducation du Sénégal, du Burundi, ou qui est meilleur. Parce que c'est vrai que lorsque je vois des Africains éduqués en Afrique, ils parlent mieux le français, et pour ceux de haut QI, ils sont largement éduqués et certainement ont moins d'ignorance, parfois même en histoire. Je suis souvent agréablement surpris des connaissances historiques des Africains éduqués. Alors certes, ça fait une petite proportion de la population, mais enfin le modèle scolaire et le modèle éducatif qui est encore de l'ancien modèle qui est présent par exemple en Afrique, mais on pourrait parler de l'Asie qui est surperformant par rapport au nôtre, eh bien, je pense que dans certains pays européens, et notamment en France, vous avez la pire école et la plus coûteuse école du monde et qui ne fournit que des abrutis et des ignorants, à part dans quelques systèmes élitistes qui sont souvent privés, et dans lesquels toutes les élites qui ont choisi de faire une école d'abrutissement envoient leurs enfants, évidemment. Les socialistes et enfin, les mecs qui sont au pouvoir depuis 50 ans, ils n'envoient pas leurs enfants dans l'école normale, hein. Ils sont pas cons, ils sont salopards et psychopathes, mais pas cons. Bref, donc on parle ici vraiment, c'est un livre assez complet qui touche tout, y compris. Ça va jusqu'à la cantine scolaire, hein, ça va vraiment très très loin sur tout ce qui est fait pour nous abrutir. Sans moraline, hein, je ne vous présente jamais des livres moralisateurs, parce que c'est pas mon truc, donc je déteste les livres qui font de la morale. En revanche, ici, voilà, il fait une sorte de retour euh, à part quelques erreurs, par exemple, il prétend encore que nous devons beaucoup à la science arabe. Il n'y a pas de science arabe. Il y a la science de la chamellerie, mais tout le reste, ça n'a jamais existé. Ce sont des racontards gauchistes. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et en fait, à part quelques petites erreurs comme ça qui sont mineures, et c'est sans importance, le reste est vraiment très très bien. Et on voit bien la catastrophe de l'éducation, surtout à partir des années 70, avec ces nouvelles méthodes qui ont rendu les gens illettrés et abrutis. Alors évidemment, il ne parle pas de l'immigration qui contribue à ce phénomène, mais enfin, voilà, c'est un livre qui est très 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 bon. Donc, à lire, alors c'est un livre de 2017, donc récent. Il couvre, en revanche, il parle des problèmes de religion, où aujourd'hui les nouvelles religions présentes en France ne veulent plus qu'on étudie l'histoire d'une certaine manière ou de l'autre, parce que pour elles, bah, justement, la science arabe, c'est la meilleure du monde. C'est eux qui ont découvert l'art, la mathématique, les antibiotiques, qui ont envoyé les hommes sur la Lune, bref, ces conneries, ben, voilà. Mais enfin, vous savez, enfin, vous le savez, quoi. Bref, tout ça est très très intéressant. Euh, il nous parle d'Internet, je vois juste la table des matières, voilà, oui, oui, c'est vrai qu'il nous parle d'Internet, de comment cette euh, manière de penser qui est Internet nous
bien sûr des avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc un livre, un livre à lire. Je rigole de voir qu'on lit, aujourd'hui on lit des textes de Kev Adams dans les écoles en France. Je veux dire, vous êtes tombé bien bas, hein. Je veux dire, la patrie de Victor Hugo, de Molière, Céline, Kev Adams maintenant. Vous êtes foutus les mecs. Bref, donc je vous conseille ce livre, La longue montée de l'ignorance, Dimitri Casali. Euh, Obscurantisme, fanatisme, il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Très bon livre que je vous conseille chez Édition First, blablabla, qui doit valoir 16 euros. 16,95 €. Toujours dans l'analyse, un livre, en fait, je vais vous présenter deux livres qui sont à lire en parallèle. Le livre de Serge Ayoub, Pour un nouveau contrat social, à lire en parallèle avec le livre d'Hervé Juvin, France, le moment politique. Alors ça, on reste en France, mais ce qui est dit dans ces livres peut être évidemment appliqué dans plein d'autres pays. Alors tout d'abord, le livre de Serge Ayoub. Serge Ayoub, je l'ai rencontré 2 fois. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'estime. C'est quelqu'un d'une grande intelligence. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais il a été skin. Peut-être. Je n'étais pas là quand ça se passait. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'une grande intelligence, d'une grande perspicacité. C'est un excellent orateur. Et il commence dans ce livre, je pense que ça ne va pas être le dernier dans cette série, je pense qu'il nous prépare une série de livres. Et donc il nous parle pour un nouveau contrat social. Alors, je vais dire tout de suite, j'ai des points de gros désaccord sur la philosophie fondamentale sur laquelle se base le raisonnement de Serge Ayoub. Et je dois d'abord enlever ce différent, qui n'est pas un différent ni sur le fond, ni sur la forme du livre. C'est vraiment une différence philosophique. C'est-à-dire que moi, je pense que l'État est une mauvaise chose. Je ne dis pas que la nation est une mauvaise chose. Je pense qu'une nation peut être gérée avec un État extrêmement minime, voire pas du tout, par des citoyens responsables, par le volontarisme et par finalement la liberté qui voilà, se base sur des principes très simples que sont le droit à la propriété, le contrat et la non-initiation de la violence. Et bon, c'est un très vaste sujet, on ne va pas en parler maintenant. Et évidemment, Serge Ayoub, lui, part du principe qu'un État on peut prendre le pouvoir dans un État fort. Il n'est pas pour un gros État lourd, je dois le dire, hein, très honnêtement, il veut un État efficace. Donc ça n'exclut pas un État léger et peu coûteux. Et je pense qu'il y a une erreur fondamentale, mais c'est un désaccord philosophique, c'est pas un désaccord sur le livre, ni entre personnes. C'est simplement que moi je crois que si il y a des personnes mauvaises, s'il y a un État, les personnes mauvaises dans une société vont forcément vouloir s'en approprier pour le contrôler. Et partir du principe que nous pouvons contrôler un État qui est mauvais pour le transformer, le rendre bon pour la nation, et comme il le montre très bien dans son livre, comme l'a été à un moment à l'époque de Colbert par exemple, où l'État faisait des choses extrêmement utiles, et d'ailleurs la taxation était bien moindre à cette époque qu'aujourd'hui, et bien à ce moment-là, l'État peut être amené à faire des bonnes choses. Alors, je ne vais pas exclure que ce que prétend et ce que propose Serge Ayoub n'est pas une excellente euh, période transitoire pour aller d'un État lourd, inefficace, corrupteur et corrompu, à une société avec très très peu d'État, voire pas du tout. Et donc ça peut être une solution intermédiaire. Donc dans ce sens, j'apprécie beaucoup ce livre. Mais en plus, lorsque l'on parle d'une situation donnée, là où j'ai tort, où je pourrais avoir un argument contre moi-même, me faire moi-même mon avocat du diable, c'est de dire c'est pas parce que je préfère une société où la liberté règne que je vis dans une société où la liberté règne et que c'est possible d'en arriver là. C'est impossible. Nous vivons dans un état extrêmement lourd, tout ça, totalitaire, qui nous vole notre argent pour rien en plus, en plus pour financer notre destruction, notre mort et notre substitution génétique, notre génocide. Donc, essayons alors en tout cas prendre le pouvoir et le changer de l'intérieur. Alors, il ne parle pas tellement de prise de pouvoir, bien qu'il parle de grève générale. Enfin, il a une approche très intéressante, on va dire, sociale. Alors, Serge Ayoub est très à gauche. Et c'est quelqu'un qui est... voilà, il a été longtemps fondateur et animateur de ce mouvement qui s'appelait Troisième Voie. Je pense que dans l'essence, il existe toujours, dans l'esprit, il existe toujours ce mouvement, qui est de dire nous ne voulons pas du capitalisme, nous ne voulons pas du socialisme, nous voulons
un nouveau contrat social qui est basé en grande partie sur la liberté individuelle, ce que j'apprécie beaucoup, et aussi en grande partie sur des contrats, ce qui est très bien, qui ont un fondement moral très social, sur lequel j'aurais des bémols, mais en lisant son livre, là je dois dire que je suis d'accord sur ce qu'il, moralement voilà, d'un point de vue éthique, je suis d'accord avec ce qu'il dit. J'attends de voir la suite du livre, un petit peu plus sceptique sur les moyens d'en arriver là, parce que je sens voilà, la graine du totalitarisme, c'est dans la bonne intention. Il faut toujours faire attention à ça. Mais enfin, en tout cas, Serge Ayoub n'est pas prêt de prendre le pouvoir, malheureusement, quelque part. En tout cas, ses idées sont intéressantes. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire si vous êtes intéressé au monde que nous pouvons construire demain. Alors dans ce livre, j'ai pris beaucoup, là aussi, parce qu'on voit, il y a beaucoup de notes, j'ouvre une page au hasard et je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes qui m'intéressent, dans lesquels j'ai pris des notes. Euh, c'est un livre très bien. Est-ce que je vais vous lire un extrait? Allez, je vous lis un extrait parce que je suis gentil, puis parce qu'on va faire une vidéo très longue aujourd'hui. Parce que les êtres humains ne sont rien les uns sans les autres, la société doit avoir une structure étatique. En effet, quelle autre structure peut créer une force collective qui dépasse indéfiniment ses membres en tant qu'individus, et cela dans l'intérêt de tous? Ces notions de bien commun et de durée sont primordiales. Elles représentent l'identité et la volonté d'un peuple, puis, à terme, une civilisation. Cet État, issu du nouveau contrat social, se définit par une praxis commune ordonnée à une fin commune. Dans ce cadre, les services publics tels que l'énergie et la santé seront considérés comme des services de l'État. Cette définition élargie du bien public géré par l'État social se fait sous la marque du bon sens et de la durabilité. En effet, quel est l'organisme le plus apte à concevoir une gestion sur le long terme et dans un intérêt seulement général des secteurs comme la mer et les réserves halieutiques, les canaux, la recherche scientifique, si ce n'est l'État? C'est la notion d'intérêt commun qui motive les services et biens publics, et dans ce cadre, ils doivent être régis par l'État pour assurer leur pérennité comme un patrimoine mis par la nature à la disposition de tous. J'ai choisi un des paragraphes au hasard et qui montre bien l'objectif du livre, qui montre aussi là où le libertarien comme moi aura un désaccord, mais enfin, c'est vraiment une intention saine. Et donc ce livre nous commence par la description de l'oligarchie qui a pris le contrôle de l'État, parce que c'est malheureusement ce qui arrive toujours, hein, lorsqu'on a un État fort, des gens mal intentionnés et malins vont prendre le pouvoir, vont prendre le contrôle. Donc il nomme les responsables, il explique très bien les mécanismes de domination qui se mettent en place aujourd'hui. Et il nous fait comment dire, un retour aux sources sur ce que c'est l'égalité, ce que c'est que la fraternité, ce que c'est que la liberté. C'est un retour aux sources très sain, notamment si vous êtes jeune et que vous êtes justement éduqué dans cette école de l'ignorance, il y a des rappels importants sur des fondamentaux de ce que ça veut dire faire partie d'un peuple et d'une nation. Donc vraiment, je pense que si vous êtes prof d'école, vous devez faire lire ce livre à vos élèves. C'est un livre qui mérite d'être lu par les jeunes, surtout. Et puis toute personne intéressée par ce que veut dire ensuite bah voilà, l'état social, les institutions qui pourraient être mises en place, la participation de la population, des travailleurs finalement dans les entreprises et dans l'appareil productif, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Il y a des éléments dans lesquels j'abonde en faveur de Serge Ayoub, d'autres moins. Mais vraiment un livre voilà, qui nous donne aussi quelques exemples historiques de ce qui a été fait dans le passé, en l'occurrence en France, pour réussir à mettre en place voilà, des réformes pour l'emploi, pour la gestion du capital. Alors il n'est pas aussi anticapitaliste qu'il ne paraît. Je pense qu'il est pour une régulation. Pourquoi pas? Je crois qu'aujourd'hui le problème n'est pas le capitalisme, c'est que le capitalisme a été lui aussi pris sous contrôle via l'État par les gens qui contrôlent l'État. Mais là aussi c'est une discussion plus vaste. Donc c'est un livre vraiment intéressant que je vous conseille vraiment à lire. Donc Serge Ayoub pour un nouveau contrat social aux éditions Contre-Culture, 15 euros. Je pense qu'on en entendra parler, il y aura j'espère la suite. Qui est vraiment très intéressante, qui a l'air très intéressante également. Alors, l'autre livre qui est en binôme à lire avec celui de Serge Ayoub, c'est Hervé Juvin, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais que j'écoute et je lis depuis de nombreuses années. J'ai lu plusieurs de ses livres, notamment, alors c'était lequel, voilà,
le gouvernement du désir, la grande séparation, le renversement du monde m'avait intéressé. Je l'avais lu pendant que j'écrivais mon premier livre. C'est un consultant économiste et essayiste qui est de grande qualité. Il écrit merveilleusement bien. Serge Ayoub aussi a un très grand talent, une belle plume, un talent d'écrivain. Hervé Juvin écrit superbement bien. Étonnamment, aux éditions du Rocher, il y a quelques coquilles, ce qui m'étonne d'un grand éditeur, mais enfin, voilà, ça arrive. Je pense que j'ai eu peut-être la première édition. Euh, Là aussi, c'est le même contexte. Hervé Juvin pense à réformer l'État. Alors lui prend une vision beaucoup plus stratégique. Euh, il critique vertement. Alors j'étais très étonné parce que je vous avoue que il y avait une fois, Hervé Juvin a parlé du pétrole, des gaz de schiste, pétrole de schiste et autres réserves soi-disant illimitées ou très grandes de pétrole que les États-Unis avaient annoncées. Et je crois qu'il a gobé, il a gobé le bluff américain de faire croire qu'ils avaient beaucoup d'énergie. Et je me souviens d'une vidéo où il nous parlait qu'aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est que les États-Unis ne seront plus dépendants du pétrole, etc. C'est évidemment faux. On le savait. Enfin, alors ça, c'est dommage, parce qu'il aurait pu demander à des gens dans l'industrie du pétrole. Mais enfin, faisons. On a tous le droit de faire des erreurs dans nos analyses. J'en fais aussi, ça m'arrive. Donc voilà, mais cela dit, là on voit vraiment la brillance, le brillant esprit qu'a Hervé Juvin, où il couvre de manière très habile, en quoi 300, ouais, 280 pages, vraiment le monde. Les États-Unis, la Chine, les pays émergents, l'Europe et les malades en Europe, notamment la France, les pays malades, voilà, et il couvre l'économie, l'énergie, l'idéologie, et il le fait avec des jugements très sévères. Ce qui est bien, ce qui est normal, ce qui montre qu'on a un cerveau, ce qui montre qu'on ose dire la vérité. Et donc ce livre est assez capital. Et finalement, pour résumer ce que veut dire ce livre, c'est que c'est un moment de décision. Aujourd'hui, la France, mais pas seulement la France, encore une fois, ces livres peuvent s'appliquer à tous les pays, sont dans un grand moment de décision. Vous avez vu en Italie, la décision a été prise. Renversement total de politique. Alors, ça ne suffira pas. Voire en France, à mon avis, ce ne sera pas possible. Je pense que la France va mourir. Enfin, en tout cas, la République française telle qu'elle est aujourd'hui va mourir. On verra si la France renaît de ses cendres ou s'il y aura plusieurs pays. La Bretagne, la Savoie, la République islamique de Marseille, le Saint-Denistan, le Saint-Denis-Bamboulastan, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais enfin le Bachouana, voilà, Stan, ou Waland. Bref. C'est un moment de décision. Blague à part, c'est un moment de décision. Et bref, Hervé Juvin en parle très très bien. En parle sans humour comme moi, hein, parce que c'est un livre sérieux. Hein, c'est un livre vraiment dont on sent que c'est un grand esprit, un grand intellect. Et il nous donne les conditions importantes pour lesquelles la population puisse se sentir française, en l'occurrence en France, se remettre au travail, ne plus payer autant d'impôts, évidemment, et que la France retrouve, et ça je suis vraiment d'accord, ce qu'elle a été pendant des siècles, c'est-à-dire un immense pays, culturellement, économiquement, euh, qui rayonne, et aussi parce qu'elle a un territoire, et c'est vrai qu'on l'oublie. Alors, j'ai entendu les commentaires, et c'est là, en cela, je suis très d'accord avec ce que dit un Pierre-Yves Rougeron, par exemple, que la France a un potentiel aujourd'hui de territoire outre-mer et sur les océans qui est énorme, qui est encore gigantesque, et qui pourrait lui donner des avantages en termes de géopolitique, mais aussi en termes d'influence, et auxquels on peut ajouter la culture, la langue. Mais pour ça, évidemment, il faut pas amener euh, Mamadou Dumaret à l'Élysée, quoi. Enfin, ça, c'est la honte totale. Et 40 ans de gestion calamiteuse font que la France, aujourd'hui, est la risée du monde. Mais enfin, c'est récupérable comme situation. Il faudrait un leader cultivé, puissant, à poigne, et la population qui suive, ethniquement homogène, et tout. En tout cas, culturellement homogène, ce qui n'est pas le cas. Et donc, Hervé Juvin nous donne les pistes, et c'est un livre à lire. La France, le moment politique, manifeste écologique et social. Oui, il parle aussi beaucoup d'écologie. Aux éditions du Rocher, 16,90 €, je vous le conseille. Si les réformes ne sont pas possibles, si ce que préconise Serge Ayoub, Hervé Juvin et bien d'autres, nous allons entrer dans des scénarios dont parle un livre de fiction
qui est très très bien, qui s'appelle Reconquête, d'un auteur qui se fait appeler Alcide Gaston, que vous trouvez aux éditions du Lore pour 19 €, qui est un roman dense, bien écrit, et qui est un peu les carnets de Turner français. En tout cas, dans la première partie des carnets de Turner. Il s'agit l'auteur est un ancien militaire, on voit bien qu'il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de combat, etc. Il décrit comment une guerre civile en France démarre. Peut-être beaucoup plus réaliste, moins marrant que Guérilla d'Oberton, plus granulaire, ça se passe en Bretagne. Donc si vous êtes breton, il faut lire ce livre. Et évidemment, nous déplorons et nous ne souhaitons pas la violence, nous ne souhaitons pas la guerre civile, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais enfin, si elle devait démarrer, elle démarrait comme ceci. Et je pense que c'est un livre vraiment intéressant sur comment les premiers 6 mois d'une confrontation, d'abord entre des groupes qui en ont marre de la situation actuelle et qui prennent les armes et qui agissent, et l'État, et puis ensuite comment l'État s'effondre. Et à la fin du livre, on attend la suite. La suite, c'est survivre à l'effondrement économique aux rues barbares. C'est que lorsque l'État commence à s'effondrer, et bien à ce moment-là, les rapports de force peuvent basculer. Donc, comme tous les romans, c'est très difficile d'en dire plus si on ne veut pas gâcher le plaisir de la lecture et de la découverte. Encore une fois, je vous le dis, il est très très bien écrit. C'était une excellente... c'est mon chat qui miaule. Il est où le chat? J'entends le chat, mais je ne le vois pas. Et voilà, donc je vous le conseille chaudement. Aux éditions du Lore, 19 €, la Reconquête. Et évidemment en espérant on n'en arrive pas à ces situations-là. Il faut le dire. Alors, puisqu'on y est, j'ai relu ce week-end Les Carnets de Turner, je l'avais depuis des années, de Andrew MacDonald. Alors, c'est un livre alors je ne sais pas s'il a été traduit et publié en français, je crois que oui, mais on ne le trouve pas sur Amazon en français en tout cas. En version anglaise, vous le trouvez très facilement avec les avertissements usuels, habituels, c'est normal. Alors c'est un livre qui a été écrit à la fin des années 70. Alors il faut bien se remettre dans le contexte où à cette époque, depuis la moitié des années 60 jusqu'au milieu des années 70, les États-Unis ont connu des vagues de terrorisme de gauche, avec des centaines de morts, avec des attentats au colis piégé, à la bombe, etc. Et donc il y avait cette crainte que finalement le gauchisme prenne le pouvoir aux États-Unis, et que donc l'État bascule vers, alors c'est ce que décrit le roman, finalement un État qui est dominé par les gauchistes, essentiellement des juifs, avec, donc toujours c'est ce qu'il décrit, avec l'utilisation des minorités ethniques, à l'époque notamment des Noirs, pour dominer par la violence, par la terreur, les populations productives, donc les Blancs. Et dans ce sens, ce livre est évidemment antisémite, il est également raciste, et on sent que le personnage qui rentre dans une organisation qui commence par du terrorisme et ensuite libère le pays, est dans une mouvance, c'est pas explicitement dit, mais on sent que c'est une mouvance du type national-socialiste. Donc voilà, c'est un livre hyper politiquement incorrect. D'ailleurs, l'éditeur américain dit attention, c'est un livre de propagande raciste, etc. Ok, prenons-le d'un point de vue littéraire uniquement, parce que effectivement, quand je lis ce livre, lorsque l'on voit vers la fin où ces organisations qui libèrent le pays envoient des centaines de milliers de métis, de noirs, de juifs mourir dans le désert et être simplement exterminés, évidemment, on peut pas cautionner ça. Enfin, Mais enfin, historiquement, c'est un livre qui a marqué et qui est donc à lire, qu'il faut avoir lu, comme il faut avoir lu le manifeste du Parti communiste, Das Kapital de ces gens qui sont des criminels, hein, comme Marx et autres. Où il faut avoir lu Lénine, il faut avoir lu Hitler, il faut avoir lu euh, même Rousseau, qui est un affreux personnage. Il faut avoir lu voilà, ces livres qui ont marqué son époque, et ce livre a marqué son époque. Donc les carnets de Turner, pour vous faire le pitch, parce qu'encore une fois, on ne peut pas raconter un roman sans gâcher le plaisir de la lecture, il s'agit de Earl Turner, un Américain moyen qui en a assez de la confiscation. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il confisque les armes, ensuite il prend des minorités ethniques et
il terrorise la population, il rend quasiment, par l'impunité des crimes faits par les minorités ethniques sur les blancs, eh bien pratiquement le viol devient légal. Donc c'est toutes les méthodes de contrôle. Alors évidemment, tout parallèle avec la société actuelle est est totalement fortuite, hein, c'est totalement un hasard. Aujourd'hui, bien sûr, le monde n'est pas dominé par les juifs, il y a Internet, à l'époque il n'y en avait pas, il n'y a pas d'impunité des migrants. D'ailleurs, les Noirs ne sont plus un danger aux États-Unis puisqu'ils sont minoritaires eux-mêmes par rapport aux Latinos qui ont pris une grande part du pays. Il y a plus de 25% de Latinos, alors que les Noirs, à l'époque de ce livre, faisaient presque 30%, 25% de la population, sauf erreur, au 26. Aujourd'hui, ils ne font plus que 13 ou 12. Donc, oui, l'avortement est passé par là et la population a grandi surtout par l'immigration venant d'ailleurs, donc non afro-américaine. Bref, donc évidemment, ça reste de la fiction. Et donc, ce Earl Turner va en avoir assez. Il va rejoindre une organisation qui lui fournit des faux papiers, mettre en place des cellules de terrorisme et commencer à cibler. Et c'est en ça que c'est très intéressant, en tout cas d'un point de vue tactique, hein, c'est-à-dire de comprendre, voilà, une cellule terroriste, pourquoi elle va choisir telle cible plutôt qu'une autre, euh, pourquoi elle va cibler plutôt tel leader et pas certaines masses, etc. Quels sont les objectifs, quels sont les risques qu'on peut prendre, quels sont les pions qu'on peut sacrifier. Donc ça, c'est assez cynique et c'est assez juste. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre, évidemment, est écrit également comme une mise en abîme, c'est-à-dire que, en fait, ce carnet de Turner, le livre nous est présenté comme les carnets de Turner, qui sont un document historique et qui nous sont racontés un siècle plus tard par une archive nationale qui nous explique, voilà, ça c'est un document qui raconte, c'est un des documents qui raconte comment ça s'est passé, la grande guerre de libération qui a eu lieu dans les années 1990, parce que ça se passe entre 1991 et 1993, et la guerre qui dure une dizaine d'années dans cette décennie-là. Alors évidemment, comme je l'ai dit, ça ne correspond pas à notre monde, mais enfin, c'est un livre intéressant à lire et je vous le conseille. Alors, livre suivant, euh, de Bertrand Vidal, Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde? Alors, Bertrand Vidal est un sociologue à l'université de Montpellier. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne vais pas être méchant du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, à l'origine, moi et mes avocats, nous étions prêts, le couteau entre les dents, puisque nous avions appris la sortie de ce livre, et nous avions pu voir dans diverses interviews de petits fanzines comme Libération ou des trucs comme ça, quoi, des interviews de Bertrand Vidal, et ces interviews étaient extrêmement méchantes et diffamatoires par rapport à mon travail, ma philosophie, ce que je raconte. Et bon, j'attendais de voir la sortie de ce livre parce que, après tout, je me rends compte que les journalistes racontent des conneries et ils déforment parfois les propos des gens qu'ils interviewent. Bon. Donc j'attendais ce livre en me disant, s'ils racontent des conneries du genre Pierrot c'est un nazi, fasciste, tout ça, on allait se lancer comme des sauvages, les couteaux entre les dents et la machette, d'un point de vue légal, hein, évidemment. Mais en fait, non. En fait, ce livre est très juste. Je dois dire que je n'ai vu il n'y a aucun élément méprisant, diffamatoire. Alors, il y a un petit air par moment de moquerie, de plaisanterie, mais après tout, c'est justifiable, pourquoi pas. Et donc, ce livre, Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde aux éditions Arché Éditions, je crois. Oui, Arché Éditions. En fait, il décortique l'historique et les différentes mouvances du, du survivalisme. Euh, alors, il y a des éléments avec lesquels je suis parfaitement d'accord, c'est-à-dire que euh, les, les, euh, d'abord, il a une approche honnête. Je trouve que l'approche du livre est honnête, c'est-à-dire qu'il a interviewé des gens. Et il aurait dû m'interviewer. S'il était venu très gentiment, j'aurais répondu très gentiment d'ailleurs. Je pense qu'il écoute mes vidéos, je le salue. Et c'est évident, il a ressorti quelques-unes de mes. Il a aussi eu l'honnêteté de ne pas travestir mes propos. Il a fait une toute petite erreur de transcription d'une de mes phrases. Néanmoins, elle est juste dans l'esprit. Et ça, c'est assez honnête. Donc, c'est honnête de la part de l'auteur.
Et c'est toujours appréciable parce que dans ce monde où on travestit les idées des autres en changeant leurs propos, bah c'est rare. Donc pour ça, l'honnêteté intellectuelle, ou alors il a eu aussi des avocats qui ont dit t'enlèves ce paragraphe, j'en sais rien, je vais pas faire de mauvais procès d'intention. Non, non, c'est tout à fait juste. Et il y a des éléments qui sont justes. Donc les interviews des survivalistes qu'il fait dans son livre sont tout à fait justes. Et puis il parle de différentes mouvances dont je parle aussi, qui ne sont pas les miennes. Par exemple, il y a les survivalistes qui sont apocalyptiques, qui parlent vraiment, littéralement, d'une fin du monde. Il y a beaucoup de religieux qui sont dans ce trip, mais bon, c'est des milliards de personnes. Hein. Je veux dire, les musulmans, les juifs, les protestants sont dans un trip millénariste. Ça ne veut pas dire qu'ils sont survivalistes non plus, on est d'accord. Les mormons le sont, en tout cas dans une approche de préparation à des périodes difficiles, etc. Et puis, donc il parle dans ce livre de comment on peut découvrir le survivalisme dans les réseaux sociaux. Finalement, il pose une bonne question, c'est-à-dire est-ce que finalement le survivalisme, ce n'est pas une fuite de la société? Alors moi, j'ai pas cette impression pour moi-même, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fuit, ni qui est dans l'échec. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est le cas. Et on ne peut pas le nier. Il y a des personnes qui quittent, qui fuient le métro boulot dodo, et qui fuient aussi des situations peut-être d'échec dans un monde moderne qui les dépasse, et qui retrouvent en fait, par cette approche de retour à la nature, retour à des fondamentaux, et dans certains cas rares, par la paranoïa, qui retrouvent finalement un contrôle sur une vie qui, en fait, auparavant, il ne contrôlait pas. Donc ça, cette approche sociologique, qu'il ne généralise pas, je dois dire, elle existe. C'est pas mon cas, j'espère, mais c'est vrai. Il parle également d'une approche se cacher. Il a parfois des traits d'humour assez justes sur les gens, enfin sur les zombies. Euh, mais le ton du livre n'est pas moqueur dans l'ensemble. Je m'y attendais un peu. Alors la couverture l'est peut-être un petit peu, mais quoique ça va. Et là où je suis moins d'accord, je vous conseille quand même le livre, je vais être très, très honnête, et je vais vous dire deux choses. La première, c'est que là où je suis pas d'accord, c'est sur l'approche où en fait il nous dit à la fin, euh, les survivalistes finalement ont un destin tragique puisque leurs prévisions n'arrivent jamais. Et en fait, ça veut dire que soit j'ai mal compris, soit soit j'ai mal compris ce qu'il a écrit, soit il n'a pas compris ce que c'est vraiment le survivalisme, c'est-à-dire qu'au-delà des caricatures qui existent, mais pour la plupart du gens, c'est un mode de vie, c'est comme une assurance. On ne va pas dire aux gens qui ont une assurance incendie dont la maison ne brûle pas, ah bah vous avez eu un destin tragique parce que votre maison n'a pas brûlé. On est content que les choses n'aillent pas mal. Et donc finalement, nous nous préparons à des scénarios, à des petits ou grands, et qui, nous le souhaitons, n'arriveront pas. Mais s'il devait arriver, et l'histoire, et c'est là aussi je ne suis pas d'accord, c'est le deuxième point, c'est que l'histoire est pleine d'exemples où les catastrophes sont monnaie courante dans l'histoire. Même aujourd'hui, à travers le monde, nous avons la chance de vivre le cul bordé de nouilles dans des pays où tout va bien, mais dans l'immense majorité du monde, c'est tragique. Alors c'est vrai, c'est moins tragique en ce moment qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans, mais la tendance est en train de s'inverser. Alors l'histoire qui vivra verra, n'est-ce pas, mais nous verrons. Et donc moi ce que je souhaite faire, j'aimerais tendre la main à Monsieur Bertrand Vidal. On a eu, je m'étais amusé à me moquer un tout petit peu, bon enfant, hein, euh, suite aux articles qu'il y avait dans les journaux, mais je suis prêt à penser que ce sont les journaux qui ont traversé les propos de Bertrand Vidal, et je lance l'invitation, c'est pas un défi, c'est pas Raptor Soral, je lance l'invitation à Bertrand Vidal de venir à Genève, je l'invite chez moi, afin de faire un débat, peut-être filmé, peut-être pas, nous irons soit simplement déjeuner, soit nous pourrons faire un petit débat filmé en vidéo, ça lui permettra de faire sa promotion, la promotion de son livre à mes 35 000 abonnés YouTube et peut-être 100 et 150 000 lecteurs assidus sur mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin bref, donc je lui tends cette plateforme commerciale, mais surtout intellectuelle d'intérêt. Je suis sûr qu'on va avoir une discussion cordiale, je promets que je ne sortirai pas de couteau, de quoi que ce soit. Non, mais il le sait, de toute façon, on plaisante, on plaisante. C'est un livre intéressant. Je m'attendais pas du tout que j'apprécie le livre. Et c'est un livre qui pourrait être une base de discussion, pourquoi pas. Après tout, il m'arrive, moins maintenant, mais il m'arrivait de donner
des présentations dans le cadre universitaire aussi, donc je ne dois pas dire du trop de mal des universités. Il y a parfois des gens très ouverts d'esprit et qui sont prêts à m'accueillir, ça arrive, à travers le monde, hein, pas seulement en Suisse. Et donc je serais ravi de discuter avec Monsieur Vidal s'il venait à Genève. Donc je le salue et je remets à zéro les différentes euh, pas débats, mais les différents potentiels désagréments que nous avons pu avoir par l'intermédiaire de médias interposés. Donc, moi j'efface tout. Je ne crois pas à ce que disent les médias. Je ne crois pas que ce que lui a dit sur les médias sur moi est vrai. Je ne crois pas ce que prétend Wikipédia de ce que lui aurait dit sur moi. Je ne crois plus à ça. Je l'attends pour déjeuner et pour en discuter à Genève à la date que l'on prévoira. Donc voilà. Alors, le survivalisme n'est pas basé sur la peur, il est basé sur la préparation et un mode de vie. Mais la peur, parfois, régit nos vies, surtout dans le monde moderne. Et vous le savez, j'écris un livre en ce moment, très laborieusement. J'ai eu 2 années un peu difficiles d'un point de vue privé, familial et tout, ça comme ça. Donc l'écriture de livre est passée en second plan, ou en troisième plan, ou en quatrième plan. Et néanmoins, je n'ai pas arrêté de me documenter et de lire. Donc maintenant, j'ai de quoi faire des thèses sur la peur, autant au niveau neurologique qu'au niveau biologique, qu'au niveau sociétal, sociologique, mais surtout sur comment on va travailler pour s'en débarrasser et pour la maîtriser. Tout ça, je vous en parlerai bientôt. En revanche, 2 livres à vous conseiller. Alors tout d'abord, le livre en anglais de la journée, c'est Not Afraid de Daniele Bolelli, qui est un Italien qui vit à Los Angeles. Je vous conseille ce livre si vous êtes anglophone. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français. Il mériterait de l'être. C'est l'histoire un petit peu d'une partie de sa vie où il arrive aux États-Unis, il essaye de gagner sa vie, il épouse une jeune chinoise américaine, ils ont un enfant et elle meurt. Lorsque le gamin, donc il se retrouve sans travail, avec l'amour de sa vie forcément, enfin sa femme qui meurt, et un enfant en bas âge à charge. Donc la merde, très dur. Et il développe une philosophie, parce que c'est le fils d'un grand philosophe italien en fait, mais il développe par les arts martiaux qu'il pratique, et par l'histoire qui le passionne. On voit dans ce film comment, vraiment, en ayant de la peine à boucler tous les fins de mois, etc., finalement, il développe un esprit, une philosophie combative, qui est proche de l'esprit survivaliste en réalité. Nous sommes aussi dans le combat, mais pas comme pas que le combat physique, il y a aussi un combat mental, et de maîtrise de ses peurs, de ses euh, démons intérieurs. Et, et voilà, alors c'est une histoire vraie, mais en même temps, ça se lit comme un roman. Il y a des interludes philosophiques très très intéressantes à chaque chapitre. Beaucoup d'humour. L'humour, c'est un élément très important dans la vie et dans la maîtrise de ses peurs et de ses angoisses. Et je vais pas vous en dire plus, je dirais que sa philosophie, c'est celle d'un taoïste bourré, dans le sens ivre-mort. Et c'est assez rigolo. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est tellement riche. J'ai carrément écrit énormément de notes. Je l'ai interviewé, vous pouvez aller voir dans une de mes vidéos récentes, j'ai interviewé l'auteur. C'est un très très bon livre. Alors je vais vous lire le sous-titre, c'est Not Afraid, donc même pas peur, ça pourrait être traduit. Et sur la peur, le chagrin, euh, s'occuper d'un bébé fille et du combat dans une cage, parce qu'il fait du MMA, et vraiment très très intéressant comme livre à lire. Et puis un petit clin d'œil à l'un d'entre vous, qui parfois vous êtes nombreux à m'envoyer des livres ou me conseiller des livres. Un livre qui en fait n'a pas tellement à voir avec la peur, mais qui s'appelle Vivre sans peur de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien très connu. Alors c'est des livres mainstream, ça, Cheminer avec sérénité, mais enfin quelqu'un me l'a conseillé, alors j'en ai lu plusieurs de Thich Nhat Hanh. Généralement quand je chope un auteur, j'en prends 3 ou 4 et je les lis de suite pour essayer de comprendre aussi ce que veut nous parler un auteur. Je suis un peu obsédé de la lecture, je n'ai pas de temps mort dans ma vie, donc j'en profite pour lire. Lorsque je voyage en train, lorsque je suis en avion ou lorsque je suis au chiottes et d'autres endroits, je lis beaucoup.
C'est à peu près 2 heures par jour, mais c'est pas énorme, 2 heures par jour. Comme j'ai pas de télé, je perds pas de temps. Voilà, les vivres sans peur, j'en parlerai en plus détaillé, mais en moins bouddhiste, évidemment, dans mon livre en devenir. Mais enfin, si vous êtes intéressé par un petit livre qui vous apporte un peu de sérénité et quelques techniques de maîtrise de soi, ne perdez pas le temps, n'attendez pas que mon livre sorte. Commencez par lire celui-ci, groupe livre, je sais plus, Le Jour, édition Le Jour. Est-ce qu'il y a le prix? Peu importe, ça doit être dans les 10-15 € maximum. Un livre de 2012, Vivre sans peur, intéressant, vous donnera quelques techniques de maîtrise. Alors, ensuite, pour le divertissement, parce qu'il n'y a pas que le truc sérieux dans la vie, quoique, je dirais quoique c'est aussi sérieux, livre que j'ai lu à mes gosses récemment, vieille histoire connue chinoise, L'épopée du roi singe, qui est un des chapitres d'un long livre de la culture chinoise et voilà, puisqu'on parle de philosophie, le voyage en Occident, voilà, c'est un roman du XIIe siècle chinois. Et dans ce roman, il y a l'épopée donc du roi singe. C'est en fait l'histoire. Dans ce roman, on parle alors c'est sorti de ce long roman, est cette histoire qui est très très connue en Chine, qui est très très lue, qui a été adaptée en dessin animé, en film, qui est aussi une des histoires préférées d'un des mecs je crois que c'est un ancien du groupe Oasis qui a monté Gorillaz. Il aime bien cette histoire. Enfin bon, on s'en fout. Je l'ai lu à mes enfants ont adoré, ils ont rigolé, c'est vrai qu'elle est très très drôle. Moi je la connaissais, j'avais lu en bande dessinée quand j'étais gamin, en italien. Je dois avoir 12 ans et je l'avais trouvée aussi rigolote. Et donc j'ai eu la chance de retrouver le bouquin, je l'ai lu aux enfants, et ils ont vraiment rigolé. Alors c'est l'histoire, c'est truculent, c'est l'histoire d'un singe, donc avec ses pitreries, qui apprend à devenir un grand sage, un grand combattant de kung-fu, un maître, puis apprend à devenir immortel, et à partir du moment où il est immortel, va faire euh, ses singeries dans les différents maîtres de l'océan. Il va voler des armes pour ses propres singes à l'empereur de Chine, qui se plaint à l'empereur du ciel. Bref, il y a toute une histoire dans la mythologie, on va dire, chinoise. Et, euh, et donc c'est très très drôle de voir les pitreries que va faire ce singe à travers le monde et l'univers et le cosmos, et comment ils vont bien pouvoir faire pour le maîtriser, parce que c'est un être un peu foufou. Et très très bon livre, très drôle, je vous le conseille. L'épopée du roi singe, vous le trouvez aux éditions Casterman, poche. Il est conseillé dès 10 ans, mais vous pouvez lire ça des enfants à partir de 5-6 ans, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de choses horribles, hein. C'est tout à fait soft. Voilà, édition Casterman, c'est un livre à 5-6 €. C'est tout à fait bien, 150 pages. Pour les enfants, génial. Lisez votre culture hein, aussi, mais restons ouverts aux cultures des autres parties du monde. C'est toujours intéressant. DVD, l'adaptation italienne de Ich bin wieder da, ce livre qui a été fait en film en Allemagne sur l'hypothétique retour en Allemagne en 2017, 2018, par là, enfin aujourd'hui, d'Adolf Hitler. La version italienne, peut-être moins bien que la version allemande, moins fine, mais rigolote et fine quand même. Et en fait, c'est une manière brillante de. Donc là, je l'ai lu, je l'ai chopé en DVD en Italie. C'est le fait d'imaginer que le Duce, qui n'est pas un criminel de guerre comme a pu l'être, enfin un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec Hitler, ni dans l'idéologie, ni dans ce qui a été fait par son pays pendant la guerre. Et celui-ci revient en Italie en 2017, et sa première phrase, c'est de dire, mais je suis à Addis Abeba. Enfin bref. Et donc il va être repris par un journaliste. C'est la même trame que dans le livre allemand. Et finalement, on voit que la population l'apprécie. Et que finalement, son discours, même adapté à aujourd'hui, il attire toujours les gens. Et donc c'est à la fois. Alors je pense que le livre, comme les films, ont la volonté d'être antifascistes ou anti-nazis, mais en réalité, ils font un effort de réalisme, avec beaucoup d'humour, en réalité, on se rend compte que les gens, quand ils disent ça, ils disent mais ils avaient raison ces gens. Ils disent des choses justes. Et c'est en fait, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège de dire ah bah ouais, bah c'était génial. Non, 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 c'était pas génial, c'était horrible ce qui s'est passé.
Mais je pense qu'on rentre dans une période où la population va tellement souffrir et va tellement en avoir marre que la culpabilité du passé va être totalement dégagée. Voire même, on va réhabiliter des gens comme Hitler ou Mussolini. Mussolini, c'est presque le cas en Italie aujourd'hui. Tous les historiens modernes s'accordent à dire, certes, il a fait des choix erronés, certes, pendant la République sociale italienne, il y a eu des crimes très graves commis par le fascisme, mais aussi par les résistants et les communistes, même encore plus graves. Mais dans l'ensemble, l'Italie a agi, notamment pendant les 20 ans où ce grand homme d'État était au pouvoir. L'Italie s'est modernisée, on a éduqué la population. Finalement, il a fait le programme un peu ce que préconise Serge Ayoub dans le livre dont je vous ai parlé précédemment. Et aujourd'hui, il est quasiment réhabilité, sauf dans les franges d'extrême gauche, mais même dans le mainstream, et ce film en est finalement une sorte de, alors, c'est pas le cas d'Hitler en Allemagne, mais en Italie, Mussolini est quasiment réhabilité comme un grand homme d'État qui a fait des erreurs, qui a commis quelques crimes, mais pas beaucoup. Surtout dans les dernières années. À partir du moment où l'Italie rentre en guerre, eh bien, il ne faut pas la perdre, et surtout, elle a été battue, défaite, à plate couture. Mais les 20 ans de règne, en fait, de gouvernement en Italie, certes totalitaire, ça il faut le dire, et donc c'est quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, aujourd'hui, chez les Italiens, ils sont considérés comme étant euh, plutôt pas mal. Et les historiens, qui sont mainstream, hein, y compris des historiens de gauche, l'admettent. Donc, le monde est en train de changer. Parce que les gens qui avaient de la haine viscérale ou de l'argent à gratter sur l'antifascisme, aujourd'hui, ont disparu. Et qu'on peut enfin, et c'est très bien, voir l'histoire avec raison et sans passion. Et que le devoir de mémoire, qui est une immense connerie, doit disparaître pour laisser la place à l'histoire et avec la réalité des choses. Donc intéressant à voir. Donc voilà, un jour je vous parlerai des autres livres euh, sur les sujets. C'est très intéressant. Alors, pour terminer, album Asphalt de Marceau, collection de portraits avec une sympathique dédicace de notre ami Marceau, qui nous fait une collection de portraits truculents, tout à fait dans son style, tout à fait. Là, il a une très bonne plume. Hein. Il sait dessiner autant les gens bien que les gens moches. Et il touche. Voilà, il a des portraits de. Quoi dire de plus, quoi. C'est vraiment intéressant et talentueux. Je pense que c'est encore mieux que les bandes dessinées parce que c'est vraiment des portraits. Certains sont inédits, on les a jamais vus avant. Et ils sont magnifiques. Donc voilà. Aux éditions Ring, quelques euros, j'imagine. Asphalte de Marceau. Et avec ça, et bien, avec ces belles images, je vous souhaite de bonnes vacances d'été et une bonne lecture. La lecture est importante pour accumuler du savoir auquel on applique un sens critique. Pas tout est bon, pas tout est mauvais. Et ce sens critique va vous permettre d'être un homme ou une femme cultivé, critique, et auquel donc on va pas vous arnaquer facilement. C'est important de lire dès le plus jeune âge. Et lisez mes livres aussi. À bientôt. Ciao.